Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Ça fait l'actualité. Échec des négociations entre les États-Unis et l'Iran à Islamabad, au Pakistan. Le cessez-le-feu entré en vigueur quelques jours plus tôt reste encore très fragile. Pendant ce temps, le détroit d'Ormuz étrangle l'économie mondiale. Les pays africains sont entre mesures vigoureuses et inflation du prix du pétrole et de bien d'autres matières premières nécessaires pour faire tourner l'économie et pas seulement. Mesdames et messieurs, vous le verrez dans quelques instants. Alors, détroit d'Ormuz, enjeu et liberté de navigation pour les États africains, c'est une question qui a tout son sens. En plateau, pour apporter des éclairages, j'ai avec moi professeur Abraham Gadji, doyen de la faculté de droit à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, alors spécialiste en droit international, droit économique et relations internationales, pour ne citer que ces titres. Alors, bonsoir professeur. Bonsoir Madame Zani Gabriel. Merci d'être venu à Ça fait l'actualité. Alors, professeur, après l'échec des négociations au Pakistan, Donald Trump, le président américain, annonce dès ce lundi le blocage du détroit d'Ormuz, censé entrer en vigueur ce lundi même, à l'heure où nous parlons. Alors, quelles sont les répercussions d'une telle annonce pour le monde et singulièrement pour l'Afrique? Bon, c'est déjà fait, hein. Je crois que c'est déjà fait. Il avait dit 16h GMT, on y sommes déjà. Ça change tout. Moi, je ne suis pas surpris parce qu'en fait, quand vous êtes en guerre, vous êtes sur un espace tactique et stratégique. C'est comme un échiquier. Vous êtes vraiment en train de jouer à un jeu et chacun pousse ses pions. Je crois que c'était quelque chose qui était prévisible. C'était pour 2 semaines de négociation. Enfin, ça n'a pas été un seul jour et le vice-président Guy Vance est réparti aux États-Unis. C'était un moyen de pression également. Donc, c'est une stratégie. Et pour l'Afrique, bon, bien sûr, on parlera des enjeux, mais on voit que rien ne se passe simplement comme ça. Ce n'est pas juste des personnes qui décident de négocier. On négocie en ayant en arrière-plan une stratégie qui aura le dernier mot, qui va poser sur ses pions et qui va sortir la dernière arme pour abattre l'autre et pour triompher. Nous sommes finalement dans cette configuration qui ressemble à un jeu d'échecs. Mais maintenant, quelles sont les répercussions d'une telle annonce? On sait que le président américain a l'habitude des annonces fracassantes, mais cette fois-ci, là, annoncer un blocus militaire sur le détroit d'Ormuz, qu'est-ce que ça fait dans le monde entier? Oui, mais ça va créer une déstabilisation de l'économie parce que c'est quand même 20% du trafic pétrolier passe par cette zone, par ce détroit, qui comprend un peu les pays pétroliers, hein, l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Qatar, l'Oman, l'Irak, plus l'Iran. On est vraiment au cœur, n'est-ce pas? Tous les pays du Golfe Persique, tous ceux qui sont là. Absolument. Donc, imaginez un peu, lorsque 20% du trafic pétrolier sont perturbés, évidemment, ça va avoir des répercussions. Déjà, le prix des barils a dépassé les $100. Bon, on est encore dans des choses tolérables, mais jusqu'à quand? Donc finalement, quand vous avez cette situation, déjà, c'est créer une insécurité. N'oubliez pas que l'économie repose sur la confiance. Et dès lors que la confiance est sapée, effectivement, on prend des mesures et donc il va y avoir une sorte d'inflation, une sorte de pression sur les producteurs et les consommateurs. Alors, très rapidement, on va revenir un peu sur les raisons de l'échec des pourparlers. Alors, Américains et Iraniens sont repartis chacun de son côté, faute d'avoir trouvé un accord pour résorber la crise. Alors, les raisons, pour les États-Unis, l'Iran doit renoncer à l'arme nucléaire. Et Téhéran dénonce plutôt des exigences déraisonnables. Oui, comment réconcilier, s'il y a une possibilité de concilier les positions? Il faut partir d'abord de ce que, en 2005, il était question que l'Iran ne soit pas doté d'armes nucléaires. Il faut l'expliquer. Est-ce qu'on pourra parler de savoir si l'Iran a droit? Si le temps nous permet. Non, si le temps le permet. Mais bien sûr, les choses ne sont pas passées comme il se devait. Je dois le rappeler quand même parce que nous sommes suivis et qu'il y a beaucoup d'étudiants. Bon, il est quand même important qu'on explique les choses sur les règles du droit international et pas selon les émotions. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Avec Obama, le président Obama, il y a eu des accords, mais qui n'ont pas fonctionné vraiment. En 2014, 2015, il y a eu une négociation 5+1. Les 5 membres du Conseil de sécurité, plus l'Allemagne qui a négocié pour que l'Iran ne franchisse pas le cap d'enrichissement de l'uranium pour avoir une arme atomique. Mais l'accord n'a pas fonctionné. Et quand Donald Trump est arrivé au pouvoir, il a dénoncé l'accord parce qu'il estimait qu'il n'était pas question d'arriver à ce point-là. Et quand il revient au pouvoir en 2024, il a 100 objectifs.
fait en sorte que l'Iran ne soit pas du tout doté de l'arme nucléaire. Mais pourquoi ? Pourquoi l'Iran ne doit pas se doter de l'arme nucléaire? Pourquoi? Bon, d'abord, il faut savoir que l'arme nucléaire fait partie des armes qui sont sous contrôle. Et qu'on ne peut pas la voir comme on veut parce que c'est quand même l'arme fatale. On peut se cacher, par exemple, d'une bombe en se mettant au sous-sol. Mais l'arme atomique... Mais je veux dire, c'est légitime qu'un pays veut se protéger, veut avoir l'arme nucléaire. C'est comme si la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, s'est dit, bon, écoutez, moi, je veux enrichir l'uranium que j'ai dans mes sous-sols. Alors moi, je vais avoir l'arme nucléaire. Et on dit non. Non, je crois que si vous allez sur ce plan, vous acceptez, vous trompez. L'arme nucléaire n'est quasiment jamais utilisée. C'est une arme de dissuasion. Elle n'est pas utilisée. Tous les pays qui la détiennent ne l'utilisent pas. C'est juste pour faire pression. Mais si l'arme tombe entre les mains d'un gouvernement, là je ne parle pas de l'Iran, mais de manière générale, d'un régime qui est incontrôlable et qui n'est pas démocratique, vous imaginez un peu ce qui pourrait se produire. C'est pourquoi la plupart des pays qui détiennent l'arme nucléaire ont quand même un régime tout ou moins équilibré et c'est une arme de dissuasion. Ce n'est pas une arme d'utilisation. C'est une arme de dissuasion. Et comme vous avez une arme de dissuasion qui est carrément fatale, elle ne peut pas être utilisée par des personnes qui n'ont pas la maîtrise et qui n'ont pas un contre-pouvoir dans le pays. Donc, il faut absolument qu'il y ait ce contrôle qui n'existe pas forcément aussi concerne certains États. Oui, je l'entends bien, mais ce que je ne comprends pas, puis ce que peut-être que le commun de Montel ne comprend pas, c'est que qui peut juger de la démocratisation, du caractère démocratique d'un régime pour lui refuser de se doter d'une arme nucléaire? C'est comme dans une maison, par exemple. Dans une maison, vous avez un couteau très tranchant, vous avez un enfant de 3 ans ou un enfant qui est un peu fou. C'est bon, vous ne lui donnerez pas ce couteau-là. Mais vous, par exemple, Mathieu, vous pouvez utiliser le couteau pour, n'est-ce pas, éplucher, tout ça. Donc, en fait, tout va dépendre. On le juge à l'aune des résultats. Je ne suis pas en train de critiquer, mais je fais une observation. En Iran, il y a quand même des situations qui se produisent. Il y a quand même 1600 exécutions sommaires. Donc, les gens estiment que si un tel pays détient l'arme nucléaire, il pourrait l'utiliser, mais de manière tout à fait incontrôlable. Et c'est pourquoi les grandes puissances sont entendues sur le fait qu'il faut limiter l'utilisation des armes dangereuses, y compris l'arme nucléaire. Bien, professeur, le débat reste en suspens sur cette question-là. Alors, revenons sur la question. La question, c'est que le détroit d'Ormuz est comme le cordon ombilical de l'économie mondiale, l'économie énergétique. Oui, quand même. Voilà. 20% de trafic. Oui, c'est énorme quand même. Les pétroliers passent par là. Oui, donc les États subissent de plein fouet et donc les ruptures de charge de ce point de passage, justement. Alors, les enjeux pour l'Afrique, on comprend bien, sont énormes. Oui, moi je pense à 4 enjeux. Vous avez des enjeux économiques, ça c'est direct. Vous avez des enjeux politiques, vous avez des enjeux géostratégiques et des enjeux diplomatiques. On peut les examiner les uns après les autres. Économie, parce qu'on parle d'économie. Oui, mais simplement. Alors, expliquez-nous comment l'Afrique, concrètement, comment cela peut avoir des répercussions sur l'économie africaine. Mais parce que si vous exportez du pétrole de cette zone-là, et qu'il y a un blocus, évidemment, vous n'aurez plus accès au pétrole. Forcément, vous allez agir sur vos réserves. Et quand on agit sur des réserves, qu'est-ce qui se passe? Il y a un flambé de prix. Maintenant, il y a quand même une solution qui est en train de se dessiner au niveau du Nigeria, avec la raffinerie Dangote, qui semble apporter une solution aux pays africains. Parce qu'il faut qu'on apprenne, nous, Africains, pour de bon, à compter sur nous-mêmes. Ça, c'est très important. Alors, certains analystes disent que c'est vrai avec la flambée du prix du baril et aussi le prix à la pompe ici aussi. Voilà. Alors, comment se fait-il que le continent africain soit menacé par l'insécurité alimentaire? Bon, là, ça va être deux sujets différents, voilà. mais qui sont liés. C'est comme liés. Parce qu'en fait, si effectivement il y a une hausse exagérée du prix du pétrole, il y a forcément une crise. Rappelez-vous, une crise absolument parce que le transport... Expliquez pour l'Ivoirien qui est dans son champ ou encore la femme qui se déplace ou la ménagère ou encore le travailleur qui ne comprend pas cela. Il se dit, mais attends, comment une crise lointaine, une crise du pétrole, enfin dans le Golfe Persique, ça peut avoir des répercussions sur moi, ma sécurité alimentaire. Bon, regardez ce que fait le pétrole. Bon, pour alimenter les chaînes industrielles, par exemple, il faut du pétrole. Alimenter les véhicules de transport fait du pétrole. Donc, dès lors que le prix augmente, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des répercussions sur le prix des transports. Et dès qu'il y a augmentation du prix du transport, fatalement, il y a augmentation du prix des denrées alimentaires. Et s'il y a augmentation du prix des denrées alimentaires, il va y avoir l'inflation qui sera généralisée. Et donc, les économies seront
fortement secoué. Donc, tout va augmenter, tout simplement. Donc, c'est un calcul très simple. Pas besoin d'avoir été étudiant en droit, en économie pour le comprendre, mais c'est très simple. Hein. L'augmentation du prix du pétrole a des répercussions par échelle sur toute la chaîne économique d'un État. Alors, dans ce sens-là, expliquez-nous comment, je vais dire ces retombées là, de façon négative sur la santé, par exemple. Comment cela peut se faire? Mais évidemment, s'il y a une augmentation des denrées alimentaires et que la circulation devient difficile, forcément, quand il y a une crise économique, cela agit sur le moral des consommateurs. Donc, il y a comme un lien entre l'aspect économique et l'aspect santé. Et forcément, s'il y a augmentation des prix des marchandises, il va y avoir forcément augmentation des prix des médicaments. Et si les médicaments, il va avoir un impact sur la santé et par conséquent sur la vie des personnes. Donc, vous voyez, c'est un effet généralisé. Alors, et parce que les navires qui transportent les produits pharmaceutiques passent aussi par ce détroit. Ce n'est pas seulement le pétrole. Mais absolument, absolument. Mais je dis bien tout ce qui est marchandises, hein, pas forcément le pétrole, mais toutes les marchandises. Alors, un autre point, celui de la liberté, vous l'avez évoqué tantôt, de la liberté de navigation et du positionnement des États africains dans cette actualité qui se joue sous nos yeux. Alors, quelle est la convention, pour faire simple, quelle est la convention des Nations Unies qui régit la navigation dans le détroit d'Ormuz? Bon, il y a ce qu'on appelle la convention Montego-Bay. Montego-Bay, c'est une ville de Jamaïque où a été signée la convention sur le droit de la mer en 1982. Et l'article 18, l'article 19 régule ou régissent la liberté de navigation, qui signifie quoi concrètement? Les navires, que ce soit au niveau de la haute mer ou la zone exclusive économique où les détroits internationaux ont le droit de passer, mais de manière rapide, dans un but purement pacifique. Donc, il passe simplement. Et donc, ce sont l'article 18 et 19 de la Convention Montego-Bay de 1982 qui régissent cette liberté. C'est une liberté, on dirait, de circulation. Si on parlait des véhicules, mais on parlait de liberté de navigation pour tout ce qui est lié au navire, tout simplement. Pour faciliter le commerce international. Parce qu'on ne peut pas que 90% des champs commerciaux internationaux se font par la mer. Alors, est-ce que cette convention-là, est-ce qu'elle est ratifiée? Elle a été ratifiée par tous les États? Oui, c'est une convention phare. Il a fallu des années pour qu'elle soit ratifiée, c'est-à-dire qu'elle rentre plus entrée dans le corpus juridique national et déploie ses effets. Une chose est qu'une convention soit adoptée. Une chose est de la ratifier. La ratification vise à insérer les dispositions de cette convention dans le droit national et de le rendre effectif. Et ça a été fait. La Côte d'Ivoire a ratifié la convention de Montego. Alors, donc, une autre question de base. Le détroit d'Ormuz est bordé par, c'est vrai, l'Iran, voilà, mais il y a plusieurs États. Il y a l'Oman, le Koweït, il y a... voilà. Mais dites-nous, quel est le statut juridique du détroit d'Ormuz? C'est quoi? Le statut de droit international ou bien territoire partagé? C'est un détroit international. On appelle ça détroit international. Voilà. Il bénéficie de ce qu'on appelle la libre circulation, la navigation des navires, tout comme la haute mer et la zone économique exclusive. Tout ça, vous passez simplement avec vos marchandises. Voilà. Alors, l'idée derrière la question, c'est que il est en train de germer dans l'esprit de certains États ou bien de certains observateurs que l'Iran pourrait instaurer un péage sur le détroit. Bon, oui. Est-ce que c'est du bluff? Est-ce que c'est vrai? Parce qu'en réalité, il ne devait pas le faire. Est-ce que l'Iran a le droit? Mais ils sont en guerre. Je crois qu'il faut comprendre que lorsque vous êtes en période de guerre, toutes les armes sont utilisées. Parce que le droit ne régit pas tout. Vous avez le droit qui est différent de la politique, qui est différent des relations internationales. On est dans une configuration tout à fait séparés. Donc, en matière de guerre, chacun utilise les armes qu'il peut utiliser pour faire pression sur l'autre. Donc, si l'Iran instaure une taxe, n'est-ce pas, de passage, c'est peut-être un moyen de dire qu'il existe, ce pays existe. Mais il y a aussi l'Oman qui est là. Bien sûr, bien sûr. Donc, en fait, c'est juste que chacun utilise les armes qu'il peut utiliser pour faire la pression de ce qu'on trouve une solution pacifique. Les États-Unis ont maintenant exercé ce qu'on appelle un blocus. Le blocus, c'est entre une action militaire visant à limiter, visant à limiter le mouvement des mouvements. Donc, une action, carrément, c'est une déclaration de guerre. Un blocus est une déclaration de guerre visant à perturber, à limiter des mouvements.
Mais en même temps, est-ce que les États-Unis aussi ont ce droit-là? Bon. Donc, on n'est pas dans une configuration de respect du droit international, on est une configuration politique et militaire. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas tenu compte forcément des règles du droit international. Un seul État peut-il s'arroger le droit, professeur, oui. d'instaurer un blocus militaire pour, je ne sais pas. Voilà, la question qu'on poserait, est-ce que l'Iran a le droit aussi d'imposer une taxe? L'Iran aussi a le droit. Est-ce que c'est... L'Iran n'a pas le droit, les États-Unis non plus n'ont pas le droit. Donc, je suis en train de dire que nous sommes dans une situation de guerre. C'est vrai qu'en droit international, on dit que la guerre a ses règles. On parle de guerre propre. Maintenant, on est dans la configuration, ce qu'on appelle le jus contra legem, c'est-à-dire on est contre la guerre. Parce que la puissance de la violence maintenant est régie par le Conseil de sécurité. Or, nous ne sommes pas dans un cas de figure. Nous sommes dans une situation carrément de guerre déclarée et dans laquelle on ne respecte aucune règle. Tout simplement. Donc, quand vous êtes dans cette situation, il faut faire prévaloir plutôt la diplomatie que les règles juridiques. Mais justement, la diplomatie a échoué au Pakistan. Bon, je veux dire, n'oubliez pas qu'en matière de négociation, on n'utilise jamais toutes ces cartes. Alors, donc, pensez-vous qu'il y a encore des négociations qui se font sous cap? Quand les gens vont négocier, ils prévoient un échec éventuel. Et quand on prévoit un échec éventuel, on prévoit des solutions. C'est-à-dire qu'on ne va pas négocier juste comme ça. On a plusieurs cartes. On pose les exigences au maximum. On dit, bon, je veux tant. Je sais que l'autre n'acceptera pas. Alors, s'il n'accepte pas, je quitte la table, je bloque, je sors, mais je prévois telle solution en échange. Parce qu'in fine, on veut avoir le déçu. Et puis, aucun pays ne veut capituler. L'Iran n'a pas envie de capituler. Il est vrai que l'Iran a subi beaucoup de dégâts. Parce qu'en fait, je le rappelle encore, la guerre ne se passe au territoire iranien. Hein. Ce n'est pas aux États-Unis. Tout se passe en Iran. Ça ne se passe pas aux États-Unis. Ça se passe en Iran et puis un peu en Israël. Donc, quand vous subissez des bombardements massifs, vous ne voulez pas voir vos installations imploser. Donc, vous cherchez des moyens de calmer, de trouver, n'est-ce pas, une solution à l'amiable. Est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas. Mais je crois que les chefs d'État ont des solutions, notamment Donald Trump et comme déjà le régime iranien est un peu en mal parce qu'on ne sait pas qui dirige vraiment. Il y a un président, bon, Rouhani n'est pas visible, on ne sait pas très bien. Mais l'Iran aussi cache ses jeux. Hein. Chacun cache ses jeux parce que, je le dis encore, c'est des jeux d'échecs, à la fois militaires, diplomatiques et économiques. Parce que je veux le dire clairement. Peut-être que vous ne me comprendrez pas. En réalité, derrière cette guerre, les États-Unis visent plutôt la Chine. Parce que le vrai adversaire des États-Unis, ce n'est pas l'Iran. Bien sûr, l'Iran, à cause de ce qu'il veut, absolument avoir un arme atomique. Mais en fait, la Chine a des relations commerciales et économiques très développées avec l'Iran, puisqu'une bonne partie du pétrole vient de là. Donc, en construisant un blocus, vous voyez, c'est une manière de contrôler la Chine ou de la limiter dans ses mouvements. Donc, il faut avoir une lecture très fine de ce qui se passe. Trump a commencé par le Venezuela. Il y a créé un blocus, il y a eu un dégagement du président qui était au pouvoir. Maintenant, il vise l'Iran parce que derrière se trouve la Chine. C'est une guerre par procuration. Nous sommes dans une redistribution des cartes des relations internationales. Donc, que beaucoup d'Africains ne comprennent pas. On supporte des gens comme ça. On ne sait pas que les grandes puissances ont des stratèges. Mais les Africains, j'ai envie de dire les pays africains, et l'Africain lui-même, nous commençons à ressentir les effets de cette guerre-là, de ce conflit-là. Alors, expliquez-nous comment le continent reste silencieux. Et pourquoi le continent reste silencieux? Voilà. Moi je crois que le silence des Africains peut se justifier. Peut-être que ma réponse va décevoir. L'Afrique a déjà tellement de défis. Vous savez tout ce qui se passe au Soudan. On n'en parle plus. Au Soudan, on parle des centaines, des milliers de morts. On n'en parle même pas. Un mort est un mort. Hein. Et vous savez ce qui se passe au Congo démocratique? Oui. Mais ce sont des centaines, des milliers de morts. Mais professeur, pardonnez-moi de vous interrompre. Je veux dire, c'est vrai que l'Afrique, j'ai envie de dire, c'est vrai que les États africains sont touchés, mais ce n'est pas les États africains de façon individuelle. C'est l'Union africaine. C'est quand 3 pays, quand même. Je sais, mais je respecte les morts, je respecte ce qui se passe en Iran. Mais avant de nous émouvoir ce qui se passe en Iran, en tant qu'Africains, on devait commencer à se mouvoir pour ce qui se passe chez nous, au Congo, au Soudan, et toutes les crises que nous connaissons. Ces morts que nous avons, mais de manière massive, et à propos desquels il n'y a aucune émotion internationale. On ne fait
absolument rien. Alors pourquoi voudrez-vous que l'Union africaine se préoccupe de ce qui se passe en Iran, alors que sur le sol africain, il y a des drames. Mais il se trouve que ce qui se passe en Iran a des répercussions notables, mais énormes. Ce qui se passe au Congo aussi, au Soudan, a des répercussions. Oui, je n'en disconviens pas. On n'en disconvient pas, professeur. Qu'il est méprisé, sa voix ne portera pas. Mais c'est pour cette raison que l'Union africaine, les pays africains sont silencieux. Non, j'ai expliqué déjà cela. Deuxièmement, ça c'est la première raison, il faut bien la suivre. Deuxièmement, la voix de l'Afrique ne pèse pas lourd parce que dans le commerce international, on représente à peine 2%. Donc même si nous parlons, on ne sera pas écouté. Troisièmement, on n'a pas un représentant permanent au Conseil de sécurité. Donc, on peut crier et rien ne s'est passé. Mais on peut joindre des coalitions qui sont formées. La France récemment a entamé... Oui, non, mais écoutez, pour peser dans la balance. Quelle balance? Peser dans la balance. Quelle balance? Puisqu'on ne nous écoute même pas. En fait, c'est cela. Vous voyez, si j'étais diplomate africain et qu'il était à l'Union africaine, je ne serais peut-être pas silencieux. Il y a eu des initiatives européennes, asiatiques et tout cela. Lors d'internations sur ce qui se passe d'abord chez nous, notre continent. Et ça, pour moi, c'est un vrai drame de ne pas en parler, de se mouvoir pour ce qui se passe ailleurs. On doit le faire, c'est vrai, parce que l'humanité est une. Mais on devait commencer par chez soi. Oui. Voilà. Et je pense que si on comprend qu'en commençant par chez soi, on s'impose et on se valorise, alors notre voix qui se porterait sur un sujet extérieur à l'Afrique aurait du poids. Alors, professeur, on va, pour finir rapidement, il y a des alternatives logistiques. Voilà. Face au blocage récurrent des détroits, des grands détroits, détroit de Hormuz, il y a aussi le détroit de Bab el-Mandeb, qui est aussi, voilà, qui a des tensions. Alors, certains ports africains tentent de se positionner comme des hubs logistiques. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est normal. Vous savez, est-ce que c'est viable même? Ouais, dans une guerre, il n'y a pas que des perdants. Hein. Dans une guerre, il y a toujours des gagnants. C'est ce qu'on appelle l'économie de la guerre. Dans une guerre, donc, dans cette crise-là, on va profiter à beaucoup de pays. Un pays comme les États-Unis en profite parce que les États-Unis, d'abord, est un pays produit du pétrole et accès au pétrole du Venezuela. Donc, finalement, ça va arranger les États-Unis puisque les pays européens seront obligés de négocier, soit avec les États-Unis, soit avec l'Iran. N'oubliez pas que Trump a dit, je ne suis pas en train de le justifier, je suis en train d'expliquer la politique de Trump, parce que beaucoup pensent qu'il n'est pas cohérent. Trump est cohérent, c'est un stratège, il sait où il va et il se présente comme étant le maître du monde. Oui, donc, professeur. Il faut vraiment qu'on évite dans l'émotion, dit mais il va. Oui. Le monsieur, il sait où il va, il sait où il va, il sait parfaitement. Et il va où? Mais il a dit, il va faire des États-Unis la plus grande nation du monde et par conséquent, il brûle toutes les cartes et se positionne. Il n'y a pas un jour où on ne parle pas de Trump. Donc, il est devenu le maître du monde parce qu'il a dit qu'il mettrait les États-Unis au centre du monde. Donc, ceux qui le critiquent, ils le critiquent à tort parce qu'il a une... Mais en même temps, mettre les États-Unis au centre du monde en créant des crises... Non, mais c'est vrai. Non, on prend Nicolas Maduro, le président d'un pays, d'un État démocratique. On le prend, on le dépose aux États-Unis. Alors, on se lève un matin, on attaque l'Iran. Donc, comprenez bien. Le monde est en ébullition. Je ne suis pas en train de justifier. Parce que beaucoup pensent qu'il est incohérent. Ils sont en train d'expliquer que le monsieur n'est pas incohérent. Il sait très bien où il va. C'est-à-dire qu'il se positionne comme étant le maître de son propre jeu. Et il boule les cartes des personnes. Donc, je ne suis pas en train de le justifier. Ceux qui disent qu'il n'est pas cohérent se trompent. Le monsieur est cohérent. Il est cohérent. Est-ce que je suis d'accord avec lui? Pas forcément. Mais en tant que professeur de droit, je dois reconnaître... J'allais d'abord, en tant que professeur de droit, je dois reconnaître que ce monsieur, il sait exactement où il va. Et si les nations ne savent pas comment l'apprécier, ils vont se faire avoir. Donc, redonner de la grandeur à l'Amérique. Mais c'est ce qu'il a dit. Et c'est ce qu'il fait. Alors, on peut ne pas l'apprécier, mais moi, je veux qu'on sache qu'il n'est pas incohérent. Professeur, vous avez abordé un point assez essentiel, qui est très important. Oui. C'est les voies de contournement, où l'Afrique, certains États africains se positionnent comme des hubs logistiques. Alors, dites-nous, avec la situation en Afrique, l'insécurité avec les groupes djihadistes qui pullulent dans des pays africains, comment cela peut se faire concrètement? Ouais, c'est pourquoi, justement, avant de se mouvoir pour ce qui se passe en Iran, on doit d'abord être intéressé par ce qui se passe chez nous. Dans nos zones, on voit la zone du Sahel, et on voit autour de nous les menaces qui existent. Et ouais, on ne voit aucun État développé, engager des ressources pour nous. Alors donc, c'est notre bataille d'abord. Moi, je suis avant tout un homme attaché à l'Afrique et je crois qu'on doit s'intéresser d'abord à ce qui se passe chez nous. Donc, la question de la sécurité qui est une question fondamentale. Et puis bon, la lutte contre le djihadisme. La sécurité. Et puis un pays comme la Côte d'Ivoire qui commence à produire du pétrole. Peut-être que ça doit nous donner des leçons. On a commencé à fouiller notre sous-sol. Et si demain on devenait un grand producteur de pétrole, toutes les crises qui passent à l'extérieur seraient à notre profit.
Et on pourrait donc dire la Côte d'Ivoire exporte du pétrole avec 2-3 millions de barils par jour. Enfin, je suis en train de rêver, mais j'espère que mon rêve va se passer. Oui, mais on rêve bien. Alors, que peuvent faire donc les pays africains dans l'urgence en termes de gains, j'ai envie de dire, de souveraineté énergétique? Pour moi, il faut d'abord qu'il y ait ce qu'on appelle un développement important du commerce intra-africain. Il y a des pays qui produisent le pétrole. Hein. Vous avez le Nigeria, l'Algérie, l'Angola aussi. Et des pays importants. Pourquoi on n'a pas développé tout un système de transport africain, interafricain, à travers, par exemple, les rails qui pourraient nous unir pour faciliter le transport. Enfin, je crois que ces crises récurrentes qui perturbent l'Afrique doivent nous donner l'occasion, je parle de nous, Africains, de commencer à regarder vers nous-mêmes, en nous-mêmes, avec nous-mêmes, et développer toutes les techniques possibles, y compris des moyens de transport ferroviaire, aérien et routier, de sorte que tout ce qu'on a pu après, il faut continuer à faire des recherches sur notre pétrole et nos ressources pour les valoriser, de sorte que si dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, on a des ressources suffisantes, qu'une crise se déroule au Pakistan, en Chine, au Japon, en Afghanistan ou partout, on a les moyens de nous prendre en charge. C'est ce qui fera qu'on sera respecté. Pleurer ne nous donnera aucune voix, de force de ne pas écouter. Donc, si on devient puissant, on sera obligé de compter avec nous. Et ça, c'est vraiment le message fort que je vais faire passer. Alors, professeur, merci bien pour cette contribution. Les tensions entre les États-Unis et l'Iran font craindre les prochaines semaines la résurgence de crises majeures dans d'autres pays du monde et pas seulement dans les pays aussi dans les pays africains. Alors, ces inquiétudes sont bien entendu liées au fait que 35% du pétrole brut transporté par voie maritime transite par le détroit d'Ormuz. Ces perturbations ont des conséquences pour le commerce et l'économie mondiale. Alors, professeur Abraham Gayi, merci d'être venu. Ça fait l'actualité. Merci pour votre contribution. Je rappelle que vous êtes le doyen de la faculté de droit à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et que vous êtes spécialiste, professeur même en droit international, droit économique et relations internationales. Donc, merci pour votre contribution. Merci pour l'amitié et merci pour l'invitation. Merci à la RTI pour cet excellent travail qui se fait. D'accord. Et c'est tout à fait normal. Nous avons j'ai envie de dire, l'ambition de donner du sens à l'actualité qui se déroule sous nos yeux. Alors donc, mesdames et messieurs, c'est donc la fin de Ça fait l'actualité. Merci de rester avec nous sur RTI 1.